En juin 2026, une nouvelle directive européenne va obliger toutes les entreprises à dévoiler leur salaire. Concrètement, les employeurs vont devoir afficher sur toutes les offres d'emploi une fourchette de salaire. Ils vont devoir aussi publier tous les écarts de salaire qui peuvent exister et devoir justifier de chaque inégalité. Pour certains, c'était attendu et c'est une réforme qui va permettre de corriger certaines inégalités. Pour d'autres, c'est la porte ouverte au chaos social. Dans cette vidéo, on va essayer de décrypter ce que nous dit réellement cette nouvelle directive européenne, pourquoi les entreprises en ont peur, comment est-ce qu'on fait pour éviter le chaos et qu'est-ce que certaines entreprises arrivent à faire déjà depuis un petit moment avec la transparence salariale pour attirer des candidats. Tout d'abord, c'est une loi qui va entrer en vigueur le 7 juin 2026. Déjà, sur les offres d'emploi, on l'a dit, il y aura accès à une fourchette de salaire. On ne peut plus ne pas mentionner une fourchette de salaire, on doit forcément le spécifier. Chaque candidat pourra interroger la personne qui lui fait passer un entretien sur le niveau de rémunération au sein de l'entreprise pour le poste qu'il vise. Et puis, il pourra aussi poser la question sur les critères qui ont été utilisés pour évaluer le salaire qui va être proposé sur le poste. En revanche, l'employeur, lui, n'a plus le droit de poser la question au candidat sur ce qu'il gagnait précédemment dans d'autres postes. La loi dit aussi que l'entreprise doit communiquer sur tous les écarts de salaire qui peuvent exister. Et des amendes sont prévues pour les entreprises qui vont avoir des écarts de salaire qu'elles ne peuvent pas justifier. Et là, il y a un gros changement. C'est que la charge de la preuve revient à l'entreprise. Avant, c'était le collaborateur qui devait prouver qu'il avait été lésé et qu'il y avait une inégalité qui existait. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui va devoir prouver qu'il n'y a pas d'inégalité. Et de grosses amendes très dissuasives ont l'air d'être prévues en cas de non-conformité à cette directive. Sur le papier, la transparence semble logique. Ça me paraît assez évident qu'on donne des fourchettes de salaire, ça paraît assez évident qu'on n'ait pas d'inégalité au sein des organisations, et pourtant, ça fait trembler les entreprises. Et oui, parce que le salaire, en France, c'est un énorme tabou, donc comme on n'en parle pas trop, il y a des inégalités qui se créent, parce qu'au moment de la négociation, quand on rejoint un poste ou qu'on a une promotion, il va y avoir des négociations qui peuvent être menées mieux que d'autres par certaines personnes, et certaines vont avoir la fourchette haute, quand d'autres vont avoir la fourchette basse. Il peut y avoir des biais qui se glissent aussi au recrutement, des discriminations notoires. Au bout d'un moment, ça aboutit à des écarts de rémunération qui peuvent être flagrants. Une enquête de l'APEC en novembre 2025 montrait qu'à poste égal, les femmes gagnaient environ 6,8% de moins que les hommes. Et malheureusement, c'était un chiffre qui était plutôt stable depuis quelques années qu'on n'arrivait pas à réduire. Là, la directive, elle devrait mettre un petit coup dans la fourmilière. Ensuite, cette directive, moi je la vois surtout comme la fin de l'hypocrisie. Parce que quand une offre d'emploi sort, évidemment que le candidat, une des premières choses qu'il va regarder, c'est le salaire. Si celui-ci n'est pas affiché, c'est une des premières questions qu'il aura envie de poser et c'est la discussion qu'il a envie d'avoir. Sauf que s'il faut attendre le premier entretien, voire le deuxième, troisième entretien, la fin de la négociation pour enfin arriver à la question du salaire, qui était le sujet de préoccupation de départ, forcément tout le monde y perd du temps. Là, c'est la fin de l'hypocrisie, on va pouvoir tout de suite être fixé et se dire, ok, est-ce que le niveau de rémunération qui est affiché là correspond à mes prétentions salariales, et on va tous gagner du temps. Alors, ce qui fait peur aux entreprises maintenant, c'est que celles qui ont accumulé des inégalités vont devoir les corriger. Elles vont devoir dévoiler au grand jour qu'il y a eu des soucis et qu'à un moment donné, il y a des discriminations qui ont été mises en place, puisque comment est-ce qu'on justifie un tel écart? Concrètement, ça veut dire qu'à certaines personnes, si elles étaient victimes d'inégalités salariales, qu'elles gagnaient moins que ce qu'elles auraient dû gagner par rapport à d'autres collègues qui gagnaient plus à un poste égal, eh ben elles vont avoir une augmentation de salaire. Ça veut aussi dire que pour certaines boîtes, il y a un budget RH qui va exploser parce qu'il y a des dépenses qu'on n'avait pas nécessairement prévues. Et ce qui est le plus compliqué dans tout ça, c'est que les entreprises ne peuvent pas y faire grand-chose en réalité. Évidemment, elles n'ont pas le choix, d'un point de vue légal et puis même d'un point de vue moral. À partir du moment où on accepte cette notion de transparence pour tous, c'est évident qu'il va falloir corriger les espaces de discrimination qui pouvaient exister. La rémunération, c'était un des leviers de reconnaissance au sein de l'organisation. Peut-être le plus puissant. D'ailleurs, quand on lit toutes les études, le premier levier de motivation au travail, c'est l'argent. Peu importe les classes d'âge, peu importe le secteur de l'entreprise, le pays, c'est toujours la même chose, c'est l'argent. En nivelant par le haut les salaires, ce qui est plutôt une bonne chose, on va aussi gommer complètement tous les écarts qui pouvaient exister et ne plus arriver à distinguer quelqu'un qui va surperformer par rapport à quelqu'un qui va juste performer normalement ou quelqu'un qui va sous-performer à fiche de poste égale. Mais parfois, ces inégalités, elles permettaient aussi d'avoir une récompense individuelle face à des compétences qui n'étaient pas exactement les mêmes sur une fiche de poste similaire. Ensuite, il y a le faux argument des tensions sociales. Les détracteurs de la transparence salariale disent que c'est vraiment pas le moment de jeter de l'huile sur le feu parce qu'il y a déjà un climat social qui est très tendu, qui est délétère, et le fait de mettre en place cette transparence salariale va créer plus de chaos que de simplicité. Le truc, c'est que les Français, et partout ailleurs dans le monde, on n'est pas contre les écarts de salaire, on est contre les inégalités. Une inégalité, c'est juste quand il y a une différence et qu'on peut pas la justifier. À partir du moment où les entreprises vont être capables de justifier des écarts de salaire, là, il n'y aura pas de problème. Alors après, on peut se poser la question quand même de niveau d'écart de rémunération qui peut exister. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un seuil de satiété où on se dit que des deltas qui sont très grands dans les entreprises, ça on n'en veut plus, et peut-être que c'est un des premiers pas, cette transparence salariale, pour avoir une prise de conscience collective et se dire, dans les petites entreprises, un ratio de 1 à 20, dans les grandes, c'est déjà suffisant. Là aujourd'hui, les patrons du CAC 40 gagnent en moyenne 82 fois plus que la moyenne des salaires
de leur entreprise. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que cette loi sur la transparence salariale, elle vient surtout corriger une situation qui était un peu floue et qui était injuste. Et les entreprises qui, déjà avant, avaient une sorte d'éthique et qui n'avaient pas créé ces situations de discrimination, eh ben, elles sont pas inquiétées du tout parce qu'en fait, depuis toujours, elles étaient justes. Certaines entreprises ont bien compris que le salaire, c'était un des premiers sujets qui intéressait les collaborateurs. Il faut qu'on se mette d'accord sur un salaire parce que, en fait, un contrat de travail, c'est ni plus ni moins qu'une transaction, c'est comme un prix quand on va acheter un truc, donc ça, on se met d'accord là-dessus. Mais ce qui fait qu'on aime le truc, c'était pas que le prix, c'est d'autres choses. Donc c'est la même chose avec l'entreprise. Ce qui fait qu'on va s'engager dans une organisation, c'est l'environnement de travail, c'est le fait de monter en compétences, est-ce que j'apprends, c'est est-ce que j'ai des collègues avec qui je m'entends bien, c'est un tas d'autres choses que le salaire. Une fois qu'on a évacué cette conversation, on peut passer à des levées d'engagement qui sont beaucoup plus intéressantes. Parmi les bonnes pratiques que j'ai pu voir chez des pionniers dans toutes mes explorations, il y a 3 grandes pratiques qui m'ont un peu marqué et dont on pourrait s'inspirer à l'ère de la transparence salariale. La première chose, c'est l'autodétermination du salaire. C'est de se dire que vous allez pouvoir vous-même décider de votre propre salaire. Alors, en fonction de l'entreprise, c'est la totalité du salaire. Pour d'autres, c'est seulement un petit bout. En fait, vous avez un salaire qui est décidé quand vous arrivez dans l'organisation. Vous avez le droit à n'importe quel moment de lever la main et de dire, en fait, moi je pense que je mérite 3000 €. Et vous allez avoir un pitch que vous allez faire devant des collègues. Vous allez présenter les raisons pour lesquelles vous estimez que vous gagnez plus. Et puis eux vont pouvoir émettre un avis favorable ou non. Et en fonction des boîtes, soit vous le prenez quand même parce que vous avez le pouvoir de le faire, soit dans ce cas-là, ce sera rejeté. Ça dépend de la gouvernance de l'organisation, mais cette autodétermination du salaire, je trouve qu'elle est intéressante parce que ça donne à chacun le pouvoir d'être au salaire que la personne a envie d'avoir. Et si elle estime qu'elle est lésée, elle peut le changer. Mais chacun va pas le faire non plus, il va pas solliciter une audience parce que si c'est injustifiable, la personne va bien se rendre compte que ça n'a pas de sens et ça sera pas accepté et elle va pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ses collègues en disant moi je mérite tant, et si elle a pas en face des arguments pour expliquer pourquoi. La deuxième pratique, et que je trouve hyper intéressante, c'est de se dire je suis lié à la performance de l'organisation. Si l'entreprise performe, je veux gagner plus. Ça, je pense que c'est le levier de motivation le plus puissant, parce qu'en fait, vous savez que si vous donnez un petit peu plus, vous allez avoir un reward immédiat. Ça me paraît assez évident, pas très compliqué à mettre en place, et j'ai du mal à comprendre pourquoi toutes les boîtes l'ont pas encore mis en place. La dernière bonne pratique, alors là on est sur un truc un peu dingue, c'est des boîtes qui depuis des années déjà ont publié complètement l'ensemble des salaires, pas uniquement quand vous êtes candidat, mais pour tout le monde. C'est la transparence salariale totale. Vous avez des entreprises, je pense par exemple à Alan en France, ou à Buffer, c'est une boîte, vous allez sur son site, et il y a une grille de salaire, vous pouvez même avoir un simulateur si jamais vous postulez dans la boîte, en fonction du métier que vous faites, de l'expérience que vous avez et du lieu de vie, parce que c'est une boîte qui est complètement en télétravail, qui n'a pas de bureau fixe, et donc le salaire est aussi facteur du lieu dans lequel vous vivez. Ils arrivent à avoir des centaines de candidatures dès qu'ils ouvrent un poste, parce que justement, les gens savent à quoi s'en tenir. Alors, s'ils le montrent, c'est aussi parce qu'ils en sont un peu fiers, et globalement, les salaires sont plutôt plus élevés que le marché sur lequel ils recrutent. Peut-être que la suite, c'est que partout, toutes les entreprises adopteront cette méthodologie de se dire, ok, je partage complètement l'ensemble des salaires au sein de l'organisation. En conclusion, cette directive européenne, elle vient corriger des situations qui en réalité n'auraient jamais dû exister, des inégalités qu'on n'a plus envie de voir. Moi, ce que je trouve intéressant quand on parle de salaire, c'est de se dire qu'on ouvre une discussion sur un truc qui est tabou et qui pourtant est hyper important dans nos vies parce que tout est guidé par l'argent dans le monde dans lequel on est. Je trouve ça intéressant de se demander quels sont les paramètres qui rentrent en compte pour calculer un salaire. Généralement, c'est les compétences et l'ancienneté. Et peut-être pourquoi pas prendre aussi en compte la dimension de l'utilité d'un métier, ce qui permettra peut-être aussi de réorienter certaines filières qui sont moins attractives que d'autres, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a beaucoup de métiers qui sont dévalués, qui sont moins rémunérés, alors qu'ils sont essentiels. Ce sont des métiers dont on a absolument besoin et qui sont méprisés, qui sont pas rémunérés. Alors qu'en face, on a ce qu'on appelle des bullshit jobs. C'est des métiers qui sont adulés, qui sont plébiscités, qui sont extrêmement bien rémunérés et dont on pourrait parfois questionner l'utilité. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai rédigé une newsletter qui parle des différents paramètres qu'on pourrait utiliser pour prendre en compte un salaire avec une nouvelle formule que je vous propose. Et je suis hyper curieux de savoir ce que vous metteriez dans votre marmite si vous pouviez vous-même choisir les paramètres de calcul du salaire. J'ai envie de finir en vous souhaitant de prendre un petit bonus de salaire d'ici juin si jamais vous avez été lésé. En même temps, ça voudrait dire que depuis des années, vous vivez sur une inégalité. C'est pas top non plus. Je suis hyper curieux de savoir ce que vous pensez, vous, de cette transparence salariale qui arrive. Est-ce que ça va être le chaos ou est-ce qu'au contraire, ça fait du bien, on l'attendait?